Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos paroles se sont envolées, mais vers les sommets de hit parade. Quant à vos écrits, ils demeurent dans le cœur de plusieurs générations qui continuent à les fredonner. Publiez un livre dont le sous-titre pourrait être « Où il y a du zen, il y a du plaisir ». Bonjour Richard Seff. Merci, bonjour Jacques. Alors, vous publiez « Comment être zen sans être moine », un essai aux éditions Ipanema, mais surtout vous avez un parcours étonnant, un parcours de l'ombre, et on vous doit beaucoup, la chanson française vous doit beaucoup, à travers des paroles que vous avez écrites, et on va évoquer ce parcours discret finalement, car vous avez toujours été très discret, Richard Seff. Oui, c'est dans ma nature, j'aime bien. On m'a souvent dit, mais ça te dérange pas qu'on sache pas que c'est soit toi qui as écrit telle ou telle chanson. Je dis non, au contraire, moi je suis très heureux quand je vois que les gens connaissent la chanson ou quand je les entends chanter, comme ça m'est arrivé dans des salles ou voire même des stades de France maintenant. Mais après de sortir, d'avoir l'avis de tout le monde, voilà, j'aime bien ça. Alors on va être un peu indiscret sur votre parcours aujourd'hui à travers des dates clés, Richard Seff. La première que j'ai trouvée, c'est le 10 octobre 1972. Votre nom est à la télé pour la première fois avec cette chanson. Chanson de Mike Brandt que tout le monde connaît, et Daniel Gilbert dans Midi Magazine cite Richard Seff pour la première fois. Et c'est vrai que vous avez écrit cette chanson sur une musique de Mike Brandt. C'est ça, c'était la première fois que Mike Brandt, en fait, chantait une de ses musiques, puisque jusque-là, il chantait les chansons écrites par d'autres. Et j'avais déjà eu un premier succès avec Gérard Lenormand. Oui, on va en parler, bien sûr. Et alors, dans la chronologie... Et alors, c'est assez bizarre, lui qui comprenait assez mal le français, encore à l'époque, a trouvé, est tombé un peu amoureux du texte de cette chanson qui s'appelle toujours De toi. Et justement, par l'intermédiaire d'un animateur de Sud Radio qui s'appelle toujours Franck, qui avait une émission pour les jeunes entre 5 et 7 heures de l'après-midi, et on a été en contact, et c'est lui qui a fait le contact. Et je me souviens très bien à l'époque, je vous disais en arrivant, on allait encore en Andorre pour faire les émissions, et j'ai fait le voyage avec Mike Brandt dans sa voiture, avec une glace d'ailleurs qui est restée ouverte parce qu'elle était bloquée. Et quand on va en Andorre, quand il fait pas encore très chaud, c'est voilà, je me souviens de la température, c'est de la voiture. Et il m'a chanté à ce moment-là, a cappella, la musique de ce qui va devenir C'est ma prière. Oui, il se trouve qu'il avait beaucoup de mal à parler français. Moi, j'ai préparé la première interview, à l'époque je travaillais pour Philippe Bouvard, de Mike Brandt. Il parlait pas un mot de français quand il a commencé avec Laisse-moi t'aimer. Ah, au début, c'était vraiment phonétique. Il lui écrivait le texte en phonétique. Ouais. Complètement sur ses mains. Alors, vous avez à l'époque 20 ans et vous êtes déjà un vieil auteur, car vous avez déjà écrit beaucoup de succès. Et tout a commencé, je crois, à Toulouse, où vous êtes né. Et au départ, vous songiez être réalisateur ou metteur en scène, Richard Seff. Mais tout à fait, vous avez de bonnes fiches. Mais je pense que si j'avais pas été détourné par la musique et un peu par mon frère, parce que c'était lui au départ qui avait vraiment ce projet de chanter, de faire des chansons et tout ça. Et moi à l'époque j'étais plutôt attiré par le théâtre, et le cinéma surtout. Et j'y trouvais tout ce que j'aimais, c'était à raconter des histoires, créer des ambiances, l'image, je me plaisais beaucoup, la photo, tout ça. Et puis, comme Daniel avait ce projet que c'est un très bon compositeur, mais il avait un peu de mal avec les textes, et comme on était très proches, souvent ensemble, j'ai commencé à écrire, à lui proposer, avoir une idée de texte, et puis une seconde, puis ça lui a plu. Et c'est comme ça que j'ai été embarqué dans cette aventure, et je ne m'en plains pas. Je ne sais pas si j'aurais fait un bon réalisateur de film, ça m'aurait bien plu. Enfin, je me plains pas non plus de la carrière que j'ai faite dans la musique. Et je crois que votre première chanson, vous l'avez écrite tandis que Daniel Seff jouait sur votre frère jouait sur le piano de votre grand-mère, Richard Seff. Tout à fait, mais tous les jours, on se retrouvait dans le salon de ma grand-mère, il y avait un petit piano droit, et c'est là-dessus qu'on a commencé à écrire. Alors, ça a commencé avant, d'ailleurs, moi j'avais 17 ans, c'était Daniel 20, et on a commencé à écrire des chansons, au départ d'ailleurs pour lui,
Et puis, ce qui s'est passé, c'est une belle histoire aussi. C'est un peu la filière toulousaine, et on est dans une radio d'origine toulousaine aussi. On avait des chansons, mais on connaissait personne, on n'était pas du tout même dans ce milieu. Et par des amis communs, Daniel a pu avoir rendez-vous avec Claude Nougaro à Paris. Et c'est à ce moment-là que donc il a fait écouter ses chansons. Il a dû les trouver pas trop mauvaises, puisqu'il a recommandé à son directeur artistique, Claude Dejac, qui était un grand directeur artistique de l'époque, qui lui a signé un contrat dans sa maison de disques, qu'il venait de créer avec des gens qui ont fait de très belles carrières. Je pense à Yves Simon, à Le Forestier, des gens comme ça, à Catherine Ribeiro qui était là, et Gérard Lenormand. Et Gérard Lenormand a écouté les chansons qu'on avait écrites et très rapidement nous a demandé si on voulait pas lui écrire des chansons. En fait, et les chansons qu'il a chantées, on les a pas écrites pour Gérard Lenormand, on les avait déjà faites, parce qu'à cette époque, on en faisait une par jour, donc on avait un stock assez important. Et il les a chantés, il a pris 2 titres, il a fait un single, et ça a été un succès, voilà, tout de suite. Donc ça a démarré, pour moi, ça a démarré d'une façon idéale. D'ailleurs, au départ, j'y croyais même pas, j'étais pas du tout sûr qu'il garde mon texte, je me sentais tellement... débutant presque illégitime. Et ce texte, Richard Seff, c'était de toi. Il me reste de toi le souvenir des jours heureux quand j'étais amoureux. Quand tu prenais et vous êtes arrivé au moment pour Gérard Lenormand, parce qu'il avait écrit 2 chansons pour Brigitte Bardot, qui avait eu un certain succès. Il avait repris le rôle de Julien Clerc dans R, et il cherchait une nouvelle carrière. Exactement. Il avait eu un titre qui avait commencé à marcher, mais c'est ça. Et puis c'était, bon, ce qui m'étonne pas fâché avec déjà, c'est la première équipe avec qui il travaillait. Mais il a eu du flair, parce que maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il a senti qu'on écrivait des chansons qui allaient tout à fait dans son style. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, vous étiez mineur, donc ce sont vos parents qui ont signé les conventions de droit d'auteur, Richard Seff. Oui, j'étais mineur. Alors, à l'époque, c'était 21 ans. Oui. Et donc, j'ai fêté mes 50 ans de présence à la SACEM cette année, et j'ai eu droit, enfin cette année, c'était en 2022, et j'ai eu droit, ils m'ont encadré ma déclaration, ma déposition pour être d'adhésion, et j'ai vu avec un peu d'émotion d'ailleurs la signature de mes parents dessus, voilà. Alors il se trouve que bon, vous êtes en même temps, ce qui est très rare, numéro 1 et numéro 2 hit parade, grâce à j'ai connu ça, oui, grâce à Mike Brandt, et derrière Gérard Lenormand avec les matins d'hiver. Oui. Et à partir de ce moment-là, tout le monde veut de vos textes, vous ne savez plus où donner de la plume. Oui et non, on était, contrairement à d'autres qui ont démarré un peu en même temps que moi, avec Daniel, on n'était pas très... on n'a pas vraiment exploité le filon, voilà, comme je faisais allusion, il y a rien de péjoratif, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de talent, mais je pense à quelqu'un comme Didier Barbelivien, qui a démarré par même temps, a vraiment en a profité pour écrire pour Johnny Hallyday, pour tous les gens qui demandaient. On a fait aussi des chansons d'ailleurs pour Hallyday, pour Claude François, pour Jodassin, etc. Mais on était plutôt sélectif, on va dire. Oui, et en même temps, c'était un monde encore familial, le monde du disque. Il n'y avait pas de majors. Tout à fait. Même les majors, je me souviens, Gérard Lenormand n'était pas agencé chez CBS. Oui. C'était une petite maison, c'était dans un petit hôtel particulier du 16e. Il y avait ici Warner, qui était ici, pareil, dans les studios de Sud Radio, dans ces locaux. Et finalement, votre premier prix, c'était le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, avec cette chanson. Anne-Marie David, qui avait joué le rôle de Marie-Madeleine dans Jésus-Christ Superstar, et qui plus tard a obtenu le Grand Prix de l'Eurovision avec Tu te reconnaîtras. Et vous avez fait cette chanson qui a eu un prix aussi. Oui, tout à fait.
Et c'est vrai qu'Anne-Marie, comment c'est arrivé Anne-Marie David, ça faisait partie de... Oui, comme vous disiez, il y avait un côté famille, c'était qu'on arrivait, on était très souvent donc chez CBS, qui était, voilà, on mangeait avec les gens qui travaillaient là, les directeurs artistiques, les gens qui faisaient la promo, dans un sous-sol, c'est un petit restaurant, et puis on se croisait, donc soit on se croisait les artistes, on croisait les directeurs artistiques qui nous disaient, ah tiens, je cherche une chanson pour tel artiste, voilà, c'est comme ça que on croisait Jacques Play qui nous demandait à chaque fois de faire des chansons pour Jodassin, et on avait un peu de mal parce que c'était un peu mûr par rapport à notre... on en a fait une, mais avec l'aide de Claude Lemel d'ailleurs pour l'écriture, parce que moi j'étais trop jeune pour écrire pour un homme qui avait déjà presque la quarantaine. Mais ça se faisait comme ça, donc effectivement, il y avait... c'était assez naturel, voilà. Et vous mesurez avec le recul le privilège que vous avez eu, ce serait peut-être pas possible aujourd'hui, Richard Seff. Alors aujourd'hui, je pense que les choses ont tellement changé, c'est difficile de faire. Après, il y en a qui arrivent aussi, il y a des artistes qui arrivent très très jeunes aussi. Alors plus par maintenant, on utilise Internet, les réseaux sociaux et tout ça, c'est une autre histoire. Non, ce dont je suis conscient, c'est que ça a été des débuts absolument incroyables, quoi, de facilité, et j'en ai pris conscience beaucoup plus tard parce que comme je n'avais rien connu d'autre, moi je sortais pratiquement du lycée. Au début, je me suis dit, c'est quand même formidable. On écrit une chanson, on passe à la radio, on a du succès. Je commence à toucher mes premiers droits d'auteur à la SACEM, où je suis maintenant au conseil d'administration, parce que je lui dois bien ça, à cette société qui m'a permis de vivre, d'avoir un statut social et d'avoir, voilà. Mais j'ai compris qu'après que c'était, parce que bien entendu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et la vie professionnelle non plus, et je n'ai pas eu que des moments aussi faciles. Voilà, il y en a eu d'autres, et il y a eu un très grand moment aussi avec une autre date, le 26 juillet 1993. À tout de suite sur Sud Radio avec Richard Seff. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Richard Seff, auteur de chansons qui ont fait la joie de plusieurs générations déjà. Et puis vous publiez un livre, un essai, Comment être zen sans être moine, chez Ipanema Éditions. On en parlera tout à l'heure. On a parlé de vos débuts dans la chanson avec Gérard Lenormand et Mike Brandt. Et puis il y a une autre date importante, c'est le 26 juillet 1993. C'est la création officielle des Voix du Sud. Oui, tout à fait. Alors, entre-temps, il y a eu quand même toute la période des années 80. On va en parler, mais les Voix du Sud, c'est important. Alors, Voix du Sud, c'est bien sûr, pareil, ça s'est fait. Alors, c'est lié à ma rencontre avec Francis Cabrel. J'ai encore parlé de Sud Radio, puisque c'est la réalité. C'est là où je l'ai rencontré à l'occasion d'un concours. Il chantait Petite Marie. Exactement, qu'on va écouter. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Voilà, cette chanson, vous l'avez entendue, c'est sur un podium finalement. Oui, c'est ça. Je crois que c'était dans l'intérieur d'un podium à l'intérieur d'une galerie marchande. Ça se faisait à l'époque. Et j'avais été invité au jury en tant que justement auteur de chansons. Il y avait mon frère aussi. Et alors à l'époque, on avait toujours un peu les fausses Sardou, les fausses Mireille Mathieu, tout ça. Et puis avec ce garçon, un ovni, quoi, avec ses cheveux, sa moustache, cette façon de chanter avec ce petit accent occitan, et puis cette chanson, voilà, très originaire. Donc ça a été un coup de foudre. Je suis allé le voir, je lui ai pour lui dire que je trouvais ça très bien, s'il avait d'autres chansons, il m'a dit oui, j'en ai 3. Ça a commencé comme ça. J'ai dit, écoute, viens à la maison, fais-les-moi écouter. Je les ai enregistrés, puis j'ai tellement trouvé ça bien que j'avais des amis qui avaient monté un studio à Toulouse qui s'appelait le Studio Condorcet, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour la ville aussi, pour ce qui a donné un peu cette présence de Toulouse dans la musique, parce que beaucoup d'artistes aussi descendaient, n'étaient pas forcément de Toulouse, des gens comme Sardou, je me souviens, comme Chédid, qui descendaient enregistrer, parce qu'il y avait une ambiance beaucoup plus familiale et
particulière. Et donc, je les ai embarqués dans l'histoire et Francis venait, au fur et à mesure qu'il faisait ses chansons d'ailleurs, les enregistrer au studio. Et comme ça, je suis assez naturellement, sans trop l'avoir prémédité, devenu producteur de Francis Cabrel. Voilà. Alors, il se trouve que ces chansons, il les avait écrites dans un magasin de chaussures où il travaillait. Oui. Il les cachait les textes entre les boîtes. Il avait déjà remporté un premier concours à la Foire d'Agen. Je ne sais pas si vous le savez, Richard Seff. Je le sais, oui. Mais je sais plus je sais pas ce qu'il avait chanté. Une autre autoroute de Antoine. Ah, oui. Voilà, qui était la première chanson d'Antoine. Je le savais, mais vous me rafraîchissez la mémoire qui n'est plus très bonne maintenant. Oh, en tout cas, la mémoire, c'est Francis Cabrel. Et finalement, la préparation de ce premier album, ça a quand même duré 3 ans. Oui, mais à cause de ça, parce que, effectivement, non seulement il travaillait en semaine, le week-end, souvent, il était encore dans un orchestre de bal, il chantait, et puis il fallait qu'il écrive les chansons. Donc, effectivement, entre le moment où on a commencé à enregistrer et le moment où le disque est sorti, puis il a fallu aussi trouver la maison de disques, etc. C'est là où je me suis découvert, en fait, ce goût pour d'abord ce travail de production, qu'un travail de production aussi de studio, c'est de prendre un projet, de le développer, ça va du choix des titres, de réunir une équipe de musiciens, qu'il a gardé d'ailleurs très longtemps, l'équipe que j'avais réunie au départ pour ses premiers enregistrements. Et ça a été pour un premier album, déjà très bien accueilli. Oui, mais en même temps, il n'était pas content des arrangements, je crois, Francis Cabrel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était au studio, donc, comme je disais, au studio Condorcet, où là, on avait une petite équipe de musiciens, on se connaissait bien, et on travaillait comme ça, un peu à l'anglaise, quoi, pas du tout aussi comme on travaillait encore à l'époque dans les studios parisiens, qui appartenaient souvent directement à des maisons de disques. Et où on faisait venir la rythmique 3 heures, et puis les violons, les orchestres 3 heures, et puis on faisait les voix, etc. Bon, nous, on travaillait sur le tas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai présenté le disque à plusieurs maisons de disques. Et celui qui a été le plus réactif, c'est Jean-Jacques Souplet, qui était directeur artistique de Gérard Lenormand déjà chez CBS. Mais lui avait quand même ce goût de vouloir aller un peu plus vers la variété, comme ça se faisait. Donc il a rajouté des violons, il a repris certains arrangements. Pareil sur le 2e album, et ce n'est qu'au 3e, Fragile, on a vraiment... c'est Francis qui a vraiment, ayant pris de l'assurance, voulu revenir à une façon de travailler comme c'était au départ. Et là, on a travaillé à Toulouse, on a travaillé aussi une partie à Londres, pour les enregistrements. Et qui sonne, c'est le premier qui sonne vraiment comme après il l'a fait. Ça sonne plus Francis Cabrel. Voilà. C'est plus le second, en fait, qui est le plus variété. Dans le premier album, il y a des titres qui ont été repris, d'autres qui sont restés un peu dans leur jus, et qui, si on les réécoute maintenant, on n'a pas l'impression que ça a énormément changé. Bien sûr que ça a un peu changé, mais enfin, l'esprit de Cabrel y est quand même. Voilà. Alors, cet esprit de Cabrel a été tel qu'un jour, vous êtes donc retrouvé, ce 26 juillet 1993, à créer Les Voix du Sud, qui était une chose importante pour Cabrel, et il vous a entraîné là-dedans. Bien sûr, alors ça s'est passé. On se croise à l'aéroport, on prend l'avion, c'était pas d'ailleurs prévu, on se retrouve, on descend, on prend l'avion ensemble, et je me souviens sur le chemin, et il m'explique que d'abord il a un projet par rapport à l'école d'Assafort, d'en faire une école de musique, et qu'il aimerait en faire un lieu de rencontre pour des gens qui font de la musique, écrivent des textes, des interprètes, etc. En me disant, et c'est une expérience que j'avais aussi, on recevait beaucoup de par le courrier ou par des relations, à l'époque c'était beaucoup des cassettes encore. Ou des textes, et puis on sait pas quoi leur dire, c'est très compliqué, et j'ai trouvé l'idée très bonne, et effectivement il m'a embarqué et on a créé alors c'était pas l'idée, elle était très floue, c'était juste des rencontres, et c'est vrai que là j'ai quand même apporté pas mal dans le concept, la construction de ces rencontres et qui sont à peu près toujours sur le même rythme, c'est-à-dire qu'on fait arriver des gens qui ne se connaissent pas, on les fait pas travailler sur des chansons qui sont déjà faites, ils travaillent ensemble. Oui.
on les laisse un peu travailler. Moi, j'ai fait ça, j'ai suivi pendant une dizaine d'années. Après, je me suis mis en retrait. Je suis toujours à Voix du Sud dans l'association, mais j'interviens plus dans les rencontres. On intervient un peu comme on fait quand on écoute des choses en disant, peut-être que là, ton refrain, il faudrait qu'il soit un peu plus fort. Ce que tu dis là, c'est pas très bien, très clair, etc. Mais sans trop, sans trop intervenir. Et alors, ce qui est formidable, c'est que on fait ça pendant quelques jours et on fait une sélection d'une trentaine de chansons, ce qui fait déjà au début, on se dit, mais est-ce qu'on va avoir des titres? À la fin, on a dû les sélectionner, parce qu'il y en avait diffusé de partout. Et c'est monté sur scène en 3 jours. Avant, c'était 2 jours, maintenant, c'est un peu plus. Et on fait un spectacle à la fin avec un public, avec souvent une deuxième partie de gens qui jouent le jeu, on a eu quasiment tous les grands de la chanson qui sont venus, Souchon, Zazie et Goldman et plein d'autres, et qui en plus jouent le jeu, viennent un peu avant, discutent avec les artistes. Et voilà, c'est une expérience très forte et qui crée des liens, qui permet un peu à la fois de permettre à des gens qui font ça un peu dans leur coin, de passer une semaine ou 10 jours, maintenant 8 jours, 9 jours à faire que ça, et de rencontrer des personnes qui sont comme eux et d'avoir un contact finalement avec aussi des professionnels, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent et tout ça, des journalistes, des éditeurs. Et voilà, et ça crée une dynamique. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'après, il y a vraiment une dynamique. Ces personnes repartent avec une envie d'écrire, et certains en ont fait ont des carrières tout à fait honorables. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on sait peu, c'est que vous avez, vous aussi, écrit et chanté. Je suis le Fils et le Père, je suis le ciel et la terre. Alors, un document rare, Richard Seff chantant Un homme. Je crois qu'il y a eu 3 albums. Il y a eu 3 albums. Alors j'ai arrêté parce que j'ai vraiment ressenti que j'étais pas fait pour être un chanteur, être devant, avoir cette sorte de charisme, d'avoir envie d'y aller, surtout. Et mais en même temps, j'avais envie à cette époque. J'ai fait ça assez vite après avoir commencé à écrire des chansons. Alors quand j'écrivais des chansons au départ avec Daniel, c'était mes chansons. Et effectivement, assez rapidement, on a commencé à écrire des chansons à droite, à gauche, tout ça. Et j'ai eu ce sentiment que ça m'échappait un peu, ce qui m'a certainement aussi ramené, on en parlera peut-être après, à la production. C'est-à-dire que déjà, souvent les titres ne ressemblaient pas trop à ce que j'avais en tête. Et puis, je n'arrivais pas à dire non plus, il y avait plein d'idées, de choses que j'écrivais, que j'avais envie d'écrire, de montrer, et j'avais pas l'occasion. Donc, j'ai chanté, mais j'étais plus un auteur qui chantait, un auteur-compositeur, parce que je suis aussi compositeur, et qui chantait ses chansons qu'un chanteur, en fait. Oui, et vous avez fait autre chose, on en parle avec une autre date, le 2 novembre 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Richard Seff. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Richard Seff. On a parlé de vos chansons pour Mike Brand, pour Gérard Lenormand, pour Francis Cabrel. Et il y a ce livre Comment être zen sans être moine qui sort aux éditions Ipanema. On en parle tout à l'heure, mais là justement on parle d'un autre livre. Le 2 novembre 2004 est sorti Richard Seff, votre premier roman Décadence, une histoire où la télé-réalité et les Starkness se mêlent. Et c'était les débuts de la télé-réalité. Oui, alors Décadence, comme l'avait écrit Gainsbourg. Exactement. Hein, et il avait fait une chanson d'ailleurs. La Décadence. On va l'écouter. Reste là, derrière moi. Cette chanson, il l'avait composée et interprétée avec Jeanne Birkin. En fait, au départ, c'était pour lancer une nouvelle mode au Club Saint-Hilaire et au Midem, et c'est devenu un succès. Comme souvent avec Gainsbourg. Voilà. Et donc, ce titre vous a inspiré un roman. Oui, parce que j'avais quand même envie à cette époque, ça faisait un moment que j'avais envie d'aller vers un format un peu plus long. La chanson est très rigoureuse, il faut écrire vite, serré, raconter une histoire en peu de mots. Et j'avais envie un peu ça faisait un moment que j'avais des notes, mais j'osais pas. Et puis, est arrivé ce sujet de la télé-réalité où effectivement,
j'avoue que j'étais surpris de voir comment on avait inversé, en quelques années, ça allait très vite, on avait inversé les valeurs. C'est-à-dire qu'avant, on était célèbre parce qu'on avait un talent de chanteur, de comédien, de sportif, etc. Et c'était ça qui nous donnait accès aux médias et qui donnait ensuite accès à la notoriété, à la célébrité. Et en quelques années, on a vu s'inverser ce procédé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trouvé de façon très maligne, l'idée de mettre en avant des gens absolument inconnus, sans grand talent particulier, et de se servir de leur célébrité pour ensuite leur faire chanter des chansons. C'était le cas des premières téléréalités. Puis on a vu que ça n'a fait... Moi, j'étais déjà un peu sous le choc. Et en fait, ça n'a fait qu'empirer. Bon, on va pas parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pire. Mais je me dis aujourd'hui que si Brassens ou Brel faisaient ce genre d'émission, ils seraient éliminés en première semaine. Ah ben ils seraient même pas sélectionnés. Ouais. Donc c'était ça. Et l'histoire raconte en fait l'histoire d'un garçon comme ça qui est sélectionné un peu par hasard. D'ailleurs, c'est pas forcément lui qui... Il fait ça un peu comme ça pour voir, et ça se passe très bien. C'était à l'époque du loft, donc effectivement, on mettait des jeunes ensemble, et puis on voyait comment ils se débrouillaient. Et dans l'émission, à un moment donné, ils font un duo avec une fille et ils chantent la décadence. Alors l'idée aussi, de la décadence, c'est le jeu de mots me plaisait bien, donc je l'ai exploité comme ça. Et du coup, il a un petit succès. Ce titre, comme toujours, comme ça se passe dans les réseaux sociaux, ça fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Et bien sûr qu'il y a souvent des maisons de disques derrière dans ces jeux comme ça. Sort le disque, c'est un petit succès. Il est traité comme une star, comme d'ailleurs les autres membres les autres sélectionnés. Et il vit ce moment de gloire, ce quart d'heure de gloire qui... Voilà, en ayant comme si c'était vraiment une star, parce que c'est ça qui se passe. Ils sortent, ils ont des fans autour d'eux. La fiction dépasse la réalité quelquefois. Voilà. Et donc, je me suis mis dans la peau de ce garçon qui, tout d'un coup, pense véritablement que oui, ça y est, quoi, il est célèbre, les gens l'aiment et tout ça. Et puis, je prends le sujet, l'histoire, quelques mois plus tard, non, un peu de temps après, où là, déjà, on commence à l'oublier. Il y avait un terme, je me souviens que j'avais découvert à l'époque, c'était anonymisé. Il est anonymisé. Et donc, comme il a un petit nom, il chante un peu à droite à gauche, mais c'est des trucs un peu cheap, quoi. C'est dans des promotions de supermarchés, des fêtes locales, des choses comme ça. Et voilà. Et j'ai essayé d'imaginer son histoire et ce que lui, la façon dont il a vécu, quoi. Voilà. Il se trouve que Frédéric Bédet a édité votre roman. C'est ça. Et à l'époque, il avait un livre qui marchait très bien et qui était 99 francs, qu'il a dû rebaptiser quand l'euro est arrivé en 2002, 14,99 €. Et lorsque l'édition de poche est sortie, c'est devenu 5,90 €. Voilà. Alors, il y a eu justement cette souffrance des artistes qui ne sont plus rien. Vous l'avez raconté dans un autre livre avec un artiste en proie à ses démons. Et malheureusement, c'est d'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai que ça existait aussi depuis longtemps, Richard Oui, Seff. c'est Les Étoiles meurent aussi. C'est un livre un peu noir, même l'histoire, parce que c'est quand même sous le ton il y a un peu du polar. C'est pas ma spécialité, c'est un peu une façon de le raconter, puisqu'on découvre au départ cet artiste sur son canapé, les pieds dans le sang, avec un cadavre devant lui, et l'histoire, c'est de raconter à la fois qui est cette personne et comment ça peut arriver. Et le point de départ, c'est quand même, je me suis dit, mais comment ça se fait que des gens qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent vraiment, c'est rare dans la vie, qui en plus les mettent dans des positions sociales, financières, très valorisantes. Comment il y en a autant qui le vivent si mal? Voilà. Ça, c'était une question. J'avais fait un bouquin avant qui s'appelait d'ailleurs Une idée du bonheur, qui partait un peu de cette idée, comment
Donc il y avait une réflexion sur le bonheur, comment, alors que pour le bonheur, pour la plupart des gens, c'est effectivement d'accéder à ses rêves, à ses désirs profonds, je dis pas superficiels, mais profonds, de se réaliser. On a des personnes dans ces métiers qui se réalisent et qui, au lieu d'en avoir une sorte de bonheur bénéfique, quoi, au contraire, se détruisent et en sont malheureux. Bon, effectivement, en ce moment, on a une actualité qui est encore en montre un comme ça, quoi. C'est Pierre Palmade. Exactement. Alors, en revanche, vous, le bonheur, vous l'avez vécu et vous avez su vous adapter aux airs du temps, si j'ose dire, car après avoir écrit pour Le Normand, pour Mike Brandt et quelques autres, ben vous avez continué avec d'autres comme Jean-Pierre Madère. Là aussi, c'est du Richard Seff, et c'est vrai que c'est plus la même chose que Le Normand. L'époque a changé. L'époque a changé, et ce qu'il a fallu que je fasse, c'est prouver que je n'étais pas cloisonné, et que je ne savais faire que des chansons romantiques, style Gérard Lenormand. Et j'ai dû le prouver parce que lorsqu'on a arrêté un peu de travailler avec Gérard Lenormand, on a eu beaucoup de mal avec Daniel à avoir d'autres interprètes, parce que chaque fois qu'on s'est écouté, on disait oui, mais ça c'est pour Gérard Lenormand. On avait un style très marqué. Et là, effectivement, ce qui m'a fait du bien, c'est de passer à autre chose. J'ai rencontré Jean-Pierre Madère, c'était au début des années 80. On se retrouvait régulièrement dans une boutique de disques où faisait des imports de disques. Et on a commencé à parler. Lui, je crois qu'il avait déjà fait un premier disque. Puis voilà, il m'avait même commencé à me vendre des chansons en fait qu'il n'avait pas écrites. Mais il disait oui, mais j'ai une idée, j'ai ça, j'ai travaillé sur un titre. Je dis ben viens en studio, on va travailler ensemble. Et bon, j'ai vu que c'était plus des idées de chansons que des chansons. Mais après, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Pareil, on a beaucoup. Il y avait au studio Condorcet à côté une sorte de fosse qui était fermée. Et on y a passé quasiment une année, mais c'était vraiment le trou, quoi. On appelait ça le trou, et on était enfermés, on voyait pas le jour. On a fait un premier album que j'aime beaucoup, qui a eu beaucoup de succès, et qui s'appelait Faux Coupable, avec des chansons que j'aime beaucoup, et ce qui nous a mené, d'ailleurs, ce qui m'a amené à changer de maison de disques, de production. Et c'est après chez Flarenage, qui était plus spécialisé dans justement ces musiques où on pouvait à la fois faire des titres pour les discothèques et les radios. C'était formidable. Voilà. Et ça m'a bien plu, et on a fait ces titres-là après. Et ça a marché. On a fait un deuxième album dans ce contexte. On est allé à Rimini pour faire les remixes, les mix même, et une partie de la production. C'était un peu une référence à l'époque. Et voilà, ça m'a amené effectivement à une deuxième époque qui est les années 80, où j'ai eu beaucoup de succès aussi. Et qui sont toujours d'actualité. Et puis il y a une chose qu'on sait peu, c'est-à-dire que vous êtes Richard Seff, un pionnier de ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Alors ça, c'est un peu après, parce que quand même on n'a pas Jean-Pierre Madère, il y a quand même aussi les démons de minuit d'Image qui ont quand même énormément marqué. Voilà, donc c'est qui m'est justement que j'ai connu aussi. J'ai connu le batteur d'Image, j'étais, je pense, le premier à le faire travailler en tant que batteur en studio, et c'est comme ça qu'après, il m'a fait écouter les maquettes des démons de minuit. On connaît la suite, qui est absolument incroyable, même, d'ailleurs, Macumba aussi, d'ailleurs. C'est des chansons qui n'étaient pas faites au départ pour durer autant de temps. J'en suis le premier étonné. Donc le marketing sensoriel, c'est autre chose. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que j'ai commencé par le marketing sonore, musical. Pareil, une rencontre, une agence de publicité me contacte pour faire une chanson autour d'une marque. C'était l'époque où Danone avait fait une chanson, avait fait une pub, avec la chanson, la musique de la pub avait tellement plu qu'ils avaient fait un disque. Et des paroles en yaourt, justement. Et cette agence... Bien. Et cette agence a voulu faire la même chose et me contacte pour faire la musique, pour faire une chanson sur le thème. Ce que je fais, on sort le disque. Et lorsque je fais écouter le titre en studio,
les gens qui viennent, c'était un... Bon, je peux citer la marque peut-être. Hein, c'était pour les manèges à bijoux qui appartiennent au Leclerc. Et donc arrivent des gens voilà, qui sont des patrons d'hypermarchés, qui s'occupent ou de la communication du groupe, et viennent au studio, écoutent, et me disent, mais vous avez un studio, vous ne voudrez pas vous occuper de la musique? Je sais, parce que nous, on met des disques, on met des cassettes, on met encore à l'époque. Bon. Et là, je me dis, mais c'est quand même incroyable, c'est qu'il y a une demande, effectivement, l'ambiance d'un magasin, c'est important. Eh ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les grands magasins, on entend vos musiques régulièrement. Et bah, j'ai fait, voilà, et donc j'ai répondu oui, de façon toujours enthousiaste et un peu... voilà, des fois, je suis pas tout à fait conscient d'ailleurs des difficultés que ça peut amener. Et il y en avait chez Leclerc, c'est que l'autre point intéressant, c'était aussi de pouvoir communiquer. Donc aussi parler, faire des pubs et tout ça. Et là, c'était compliqué parce que ils ne font pas tous la même chose. Et donc, j'ai dû faire développer un logiciel que j'avais vu un peu en studio déjà, pour gérer les textes et gérer les musiques séparément, et de pouvoir, selon les endroits, passer ça à tel moment et l'autre à tel autre, passer tel pub et pas l'autre, etc. Et avec ça, on arrange une playlist musicale qui corresponde aussi à ce que peut passer ce genre d'établissement, et même les changer selon que c'est le matin, l'après-midi, les week-ends, etc. Donc voilà, c'est... finalement, je l'ai fait. Ça a été, j'ai bien développé dans les centres Leclerc. Après, j'ai eu d'autres clients, et à la fin, on avait des clients un peu partout. On a travaillé pour beaucoup de marques, de voitures, de vêtements, et autres, de meubles, tout ça. Et on faisait dans cette société. Alors, je le fais passer parce que je l'ai vendu il y a un peu plus d'1 an maintenant. On faisait toutes les ambiances musicales, la communication. Et donc au départ, c'était une marketing sonore ou musical. Et puis est arrivé le marketing olfactif. J'ai senti qu'il y avait là une forte demande. Et j'ai repris une petite société qui avait déjà commencé à développer ça. Et on l'a développé ensemble, et on a équipé aussi pas mal de magasins avec on crée des identités. Comment on crée une identité musicale? C'est-à-dire, l'idéal, c'est que j'arrive dans un magasin et par le style déjà de ce qui passe, je peux reconnaître à peu près où je suis. Et c'est un peu la même chose, même plus évident, même pour les senteurs. On a créé ça, et je l'ai créé effectivement en 93, et je l'ai dirigé jusqu'à l'année dernière. Voilà, c'est ce qu'on appelle toucher des droits d'auteur. On va continuer. Deuxième bonne vanne. On va continuer à parler de vous, et surtout du 6 octobre 2022, tout de suite sur Sud Radio avec Richard Seff. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Richard Seff. Donc, il y a l'auteur de paroles, il y a le compositeur, l'interprète, le patron de la musique des supermarchés et du sensoriel. Et puis, il y a un autre écrivain, qui a publié le 6 octobre 2022 « Comment être zen sans être moine » aux éditions Ipanema. Et là, c'est encore un univers tout à fait différent. L'univers, non pas du bouddhisme, mais presque, Richard Seff. C'est surtout la méditation, parce que... alors, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les philosophies orientales depuis l'adolescence, et j'ai fait du yoga à un moment donné aussi, et puis je sentais bien qu'il y avait un point central, c'était la méditation. Et moi, j'avoue que je l'explique au début de ce livre, je comprenais pas trop ce que c'était, parce que pour nous, la méditation, c'est Descartes un peu. On réfléchit à ce que l'on est. Et lorsque j'ai arrêté le yoga, parce que j'ai une hernie discale, je voulais continuer, j'en faisais un petit peu dans ce cadre, ce travail de méditation. Et je suis tombé, alors à l'époque, c'était pas du tout à la mode, donc j'avais pas énormément de choix. Et à Toulouse, où je vis, je suis tombé sur un dojo zen, où on pratique la méditation zen, le zazen. C'est quoi le dojo zen? Un dojo zen, c'est un endroit où on se réunit pour pratiquer le zazen, qui est la méditation zen, qui est une méditation à la fois simple et très profonde. C'est simple parce qu'au fond, zazen, ça veut dire méditation assise, donc on est sur un coussin, on s'assied.
On a une attention très importante à la posture, déjà de prendre une posture qui soit équilibrée et à la respiration. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, au moins dans cette méditation, c'est pas chercher à atteindre quelque chose, c'est pas chercher à faire quelque chose, c'est absolument le contraire. C'est arriver à ne pas s'accrocher aux pensées, ne pas chercher à s'améliorer, à faire, et arriver à cet état qu'on appelle de vacuité, c'est-à-dire qu'on laisse un peu on se laisse face à nous-mêmes dans cet état lorsqu'on ne s'agite pas, ni mentalement ni physiquement. Et là, on découvre que on est quand même habité par une énergie très forte qui est plutôt positive d'ailleurs. À ce moment-là, on se sent plutôt bien, on se sent plutôt apaisé. Et ça change aussi beaucoup la vision que l'on peut avoir par rapport aux autres, par rapport au monde, parce que c'est vrai que ça se rattache quand même à la philosophie bouddhiste. Je pense pas que ce soit une religion. Ça peut avoir un côté religieux, c'est bien pour ça que j'ai écrit « Comment être zen sans être moine », parce que moi, ce que j'ai trouvé des choses très très positives dans la méditation et même dans la philosophie zen. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle du zen, alors soit c'est le côté je suis au Club Med et je suis zen, ou soit le côté très austère de moines qui vont faire des retraites dans les montagnes. Moi, c'est pas du tout ma façon de le vivre. Je dis pas qu'ils ont tort, mais moi, c'est pas du tout ma façon de le vivre. Oui, et d'ailleurs, on a vu Dalida qui, à une époque, est partie vivre dans un ashram avec l'espoir de vivre vraiment sa vie avec Arnaud Desjardins. Et lorsqu'un moine bouddhiste a écouté ses chansons avec une cassette, il lui a dit « Revenez en France immédiatement, vous avez autre chose à apporter ». C'était très différent. Mais c'est ça, mais je crois que déjà, c'est une des premières choses, c'est de se dire voilà, on est ce que l'on est, on n'est pas là par hasard, on n'a pas fait les choses par hasard. C'est l'expression, c'est la réalisation de notre être. C'est un retour finalement, c'est reprendre conscience de notre être. Et je pense que d'une façon générale, si aujourd'hui il y a ce goût pour la méditation, pour tout ce qui nous ramène à soi, c'est qu'on est totalement déconnecté entre notre rythme de vie, entre les réseaux sociaux, entre les distractions multiples. Je pense qu'on a plus ou moins inconsciemment, beaucoup de gens ont ce sentiment qu'au fond, ils ne savent plus qui ils sont plus en contact avec eux-mêmes. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre, Richard Seff, pour justement donner ces conseils à celles et ceux qui en auraient éventuellement besoin. Oui, enfin c'est aussi partager une expérience et montrer qu'effectivement c'est une façon de reprendre conscience de soi. D'ailleurs, c'est tout à fait ce qui se passe de façon très simple, très physique. Et puis on reprend conscience de ce que l'on est profondément. C'est un rapport. On n'est pas dans ce que je fais, on n'est pas dans ce que je pense, on n'est pas dans ce que je veux, on n'est pas dans ce que on reprend conscience de ce que l'on est. C'est-à-dire c'est un contact avec l'être profond qui est notre vraie nature en réalité. Voilà, et la méditation, vous l'expliquez dans ce livre, permet de se souvenir des messages du corps et de les comprendre. Oui, déjà le fait. Alors pareil, de façon très concrète, lorsqu'on prend la posture et qu'on est bien dans la posture, le corps est en équilibre, il se décontracte très naturellement, on le sent. Moi, ça m'arrive d'être fatigué, voilà, je voyage, je reviens, et au bout de quelques minutes, je sens que les tensions, tous ces petits blocages lâchent. On retrouve un équilibre, on retrouve une respiration calme, et quand on a déjà ça, l'esprit très naturellement devient beaucoup plus calme. Oui, car vous dites que le cerveau est intelligent, mais c'est aussi le corps qui est intelligent. Et bien sûr, et toute la nature est intelligente. On n'a pas conscience qu'on est fait de milliers, de millions de cellules qui sont très intelligentes. Une cellule, elle sait comment réagir, elle a des codes, il y a de l'intelligence partout. Un arbre est intelligent, il y a beaucoup de livres maintenant sur l'intelligence des plantes. L'intelligence, elle est partout. Alors, c'est pas une intelligence intellectuelle, mais notre corps sait ce qu'il doit être et comment, et souvent on le maltraite parce qu'on ne l'écoute pas. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, Guy Béard parlait tous les matins à son arbre. Il considérait que c'était une façon de s'exprimer devant un être intelligent, et c'est pas pour rien. Ça correspond à ce que vous dites, Richard Seff. Oui, mais il y a un concept très fort dans le bouddhisme, c'est l'interdépendance, c'est-à-dire de prendre conscience que de toute façon, on est
le fruit de notre interdépendance avec les autres, pensant à notre éducation, aux soins que l'on reçoit. On serait incapable de vivre plus que quelques jours sans ces aides qui nous nourrissent, qui nous soignent, qui nous apportent ce dont on a besoin, la lumière, etc. Et l'interdépendance avec la nature, si j'ai plus d'air à respirer, c'est un sujet d'ailleurs très sensible en ce moment et qui va le devenir de plus en plus. On a ignoré, comme on s'ignore d'ailleurs par nos activités diverses et une façon de se disperser, de trouver plein de choses importantes à faire ou à penser, plus que de s'occuper de soi. On a fait pareil avec la planète. Et on est on a rendu malade notre planète parce qu'on a totalement oublié, contrairement certainement à des sociétés primitives qui vivent dans la nature, on a totalement oublié que on ne pouvait pas, on n'était pas à part de la nature et qu'on ne peut pas vivre et que notre vie dépend de tout l'environnement naturel dans lequel on vit. Et vous évoquez aussi dans ce livre, Richard Seff, ce qu'on appelle l'illusion du bonheur et les faux artistes qui vous énervent. Oui, j'en ai un peu parlé avant déjà. Oui. Mais il y en a d'autres, Pierre Soulages, par exemple, vous évoquez Pierre Soulages comme un exemple à suivre. Oui, alors là, c'est presque un exemple. Franchement, ça m'est venu pendant la méditation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on prend conscience que ce que l'on voit, on prend conscience de la lumière. Enfin, moi, j'ai pris conscience de la lumière. Ça veut dire que ce que je vois, on médite devant un mur, donc déjà, il n'y a pas grand-chose. Mais tout d'un coup, ce que l'on voit du mur, c'est la lumière qui se reflète. Et là, on prend conscience qu'en réalité, on ne voit jamais la réalité. C'est une sorte de... Comment dire, ça symbolise un peu le grand sujet philosophique. Qu'est-ce que la réalité ? En dehors de ce que je perçois, très difficile à trouver une réponse. Et donc, effectivement, on ne perçoit que la lumière des choses. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est beau parce qu'il y a... la lumière nous donne à voir, comme notre conscience nous donne à voir. Et alors, Soulages, c'est qu'effectivement, on pourrait voir que du noir, mais lui, il utilise la lumière. Et c'est le tableau, c'est la lumière qui ressort de ces tableaux. Et il change selon l'endroit où on se place. Et c'est un peu ce que je ressens quand je médite. Voilà. Il se trouve que Soulages, qui nous a quittés à 102 ans, a laissé une œuvre considérable. Et chaque fois qu'il était confronté au manque d'inspiration, il ne voyait pas une œuvre d'art aboutir, il allait à la campagne, il la brûlait. Il a brûlé comme ça un nombre incroyable de ses œuvres qui auraient pu devenir des classiques. Il n'était pas content de ça, c'est peut-être la même chose pour une chanson d'ailleurs. On fait je les brûle pas, je les oublie. De toute façon, c'est rare d'être... Non, mais Soulages, j'ai été vraiment dans une démarche en plus de création. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est des artistes, c'est un peu ce qui fait la différence entre un artiste qui a du talent et un génie. Génie, ça peut paraître fort, mais je pense que c'est le vrai sens du terme, c'est-à-dire la capacité de réinventer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est des gens, Soulages, il s'est inventé 2-3 fois jusqu'à arriver à ses outres noirs, peut-être plus. Et voilà, comme Picasso, comme ces gens-là qui... Il y a les gens, c'est des artistes qui arrivent à inventer quelque chose, un style qui n'existait pas avant. On a ça dans la poésie, dans la musique, partout. Et vous insistez aussi sur un point très important, Richard Seff, c'est qu'il faut retrouver la joie et éliminer nos propres souffrances. Alors, j'ai vu un très beau spectacle de Michel Jonas il y a quelques jours, qui est passé à Toulouse, justement. Et il a dit une chose, c'est un proverbe indien, et il dit « Si vous ne voyez que du gris, poussez l'éléphant ». J'ai trouvé ça très beau, parce que je pense qu'effectivement, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai pris conscience par la méditation, comme je disais, quand on arrive à cet état un peu d'équilibre, de calme, et bien le sentiment que l'on a, c'est un sentiment plutôt heureux, plutôt... positif, une énergie positive, quelque chose qui nous relie d'ailleurs à la nature, à ce qui est autour de nous. Et que effectivement, c'est souvent... alors des fois, il y a... Malheureusement, la vie fait que il y a des chocs émotionnels qui sont vraiment des traumatismes. Et là, c'est un peu comme quand on est blessé. Alors, on peut pas dire j'ai pas mal parce que je suis sage, donc j'ai pas mal. Ça marche pas. Je le dis un peu dans le livre aussi. Non, par contre, il y a des vraies douleurs qu'il faut respecter.
ça peut aider à les surmonter, à les passer. Par contre, je pense qu'il y a 90% des fois où on se sent mal, on n'est pas bien, c'est parce qu'on se focalise sur ce qui ne va pas. C'est pas tellement ce que l'on vit. D'ailleurs, c'est souvent en décalage. C'est-à-dire ce que je vis, je pourrais marcher dans la rue, être tranquille, et puis dans la tête, me dire oui, mais lui il m'a dit ça, et pourquoi il m'a posé cette question si par exemple ça se passait mal, c'est pas du tout le cas, ou se rappeler de quelque chose, ou dire ah oui, il faut absolument que je fasse ça, et puis si j'y arrive pas, ça. Et voilà, et on se crée ces tensions, on se crée un petit malaise qui est pas très profond, mais qui va nous entretenir ce sentiment que bon, c'est pas bien, ça va pas, Et en réalité, c'est parce que si on revenait à son état naturel, on se rendrait compte que non, ça va plutôt bien. Je dis pas que le bonheur, c'est ne pas souffrir. C'est au-delà de ça. C'est prendre conscience que la vie est quelque chose qui naturellement nous amène à la joie, à l'envie de faire des... Dans la vie, il y a le désir. C'est pour ça aussi, j'ai tout un passage sur le désir, parce qu'on se trompe souvent de dire ah ben il faut arrêter de bien sûr. Pas se prendre la tête en essayant d'avoir le dernier modèle d'iPhone, ça fait pas de mal. Par contre, il faut pas rejeter le désir, parce que la vie, c'est le désir de se réaliser, c'est de persévérer dans son être, comme disait Spinoza. Est-ce que vous faites aussi, d'ailleurs, vous dites que dans ce livre que merci n'est pas seulement une formule de politesse. Moi, je vous dis merci d'avoir écrit Comment être zen sans être moine, cet essai chez Ipanema, et merci d'avoir écrit tant de chansons et de continuer avec passion. Eh bien, c'est d'abord merci à vous de m'avoir invité. Et puis voilà, vous l'avez dit, j'écris par passion. Voilà, j'ai le sentiment de réaliser ce que j'ai envie de faire. Il n'y a aucun, d'ailleurs, je suis même débarrassé du besoin de vivre, de gagner de l'argent avec ça. Et donc, et j'ai eu la chance en plus de gagner de l'argent, enfin de vivre... de pouvoir vivre de ma musique et de ce que j'écris, ce qui est déjà formidable. Voilà, en tout cas, merci de l'avoir écrit, merci d'être venu. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.